On raconte qu'il s'est arrêté ce matin-là, non parce qu'il avait froid, mais parce qu'il avait enfin peur de sentir quelque chose. Le vent mordait les collines gelées de la frontière du Montana, ce 21 décembre 1883. Étienne Mercier, propriétaire solitaire du vaste ranch de l'Est, avançait lentement dans la neige fraîche. Depuis des semaines, il n'avait adressé une phrase entière à personne. Sa barbe était dure de givre, son manteau alourdi par le gel, et seule la lueur tremblante de sa lanterne accompagnait ses pas dans cette blancheur sans fin. Le silence semblait sacré, comme si le monde retenait son souffle. Au milieu de la clôture, il aperçut quelque chose d'étrange, un petit objet suspendu au fil barbelé, oscillant doucement. Il mit pied à terre. C'était une bouteille de verre, trouble, fermée d'un bouchon de liège, attachée par une ficelle nouée avec maladresse. De fines mains d'enfant, sans doute. Étienne la détacha, la secoua, à l'intérieur, une feuille pliée. Il hésita, puis l'ouvrit. Son souffle se figea. L'écriture maladroite disait « Si tu trouves ceci, veux-tu être notre papa pour Noël ?» Adèle et Léa. Un instant, il resta immobile, la neige tombant en silence sur ses épaules. Le froid ne lui faisait plus rien. Il sentit une douleur qu'il croyait enterrée depuis 2 hivers, celle de sa fille perdue, celle du vide derrière chaque porte close. Derrière un buisson couvert de givre, 2 petites silhouettes observaient. Adèle serrait la main de sa sœur. Leurs joues étaient rouges de froid, mais leurs yeux brillaient d'un espoir insensé. Elles attendaient un miracle, sans savoir qu'elles venaient peut-être d'en réveiller un. Étienne replia la lettre avec soin et la glissa dans la poche de son manteau. Sans un mot, il remonta en selle. La neige étouffait le bruit des sabots. Lorsqu'il atteignit sa cabane, le jour se levait à peine derrière les nuages. Le feu brûlait encore dans l'âtre, mais la pièce semblait figée dans le passé, une berceuse abandonnée dans un coin, un petit drap jauni sur un berceau vide. Il resta là longtemps, debout, sans ôter son manteau. Puis il s'assit à son bureau, sortit une feuille, prit sa plume. L'encre trembla. « Chère Adèle et Léa », écrivit-il. Il s'arrêta. Le souvenir de la main de sa fille lui traversa le cœur comme une lame. Il voulut continuer « J'ai trouvé votre lettre. Je ne sais pas si je suis l'homme qu'il vous faut. » Mais la phrase mourut sous la pointe. Il serra le poing, chiffonna la feuille. Les larmes qu'il refusait depuis 2 ans trouvèrent enfin le chemin de ses joues. Le feu crépita, témoin muet de ce qu'il ne savait plus nommer, la tendresse. À l'aube du lendemain, Étienne sella de nouveau son cheval. Cette fois, il ne partait pas inspecter des clôtures, il partait chercher des réponses. Le vent piquait ses yeux, mais il n'en détourna pas le regard. Le sentier descendait vers la vallée où s'étendait la petite ville de Mercé. Les toits de bois croulaient sous la neige, les cheminées exhalaient des volutes grises. On entendait les marteaux du forgeron, les pas lourds des chevaux sur le plancher gelé. Étienne attacha sa monture devant la boutique générale et entra. Les conversations cessèrent. Peu le connaissaient, mais tous savaient son nom, celui d'un homme qui vivait derrière ses clôtures et ses fantômes. Le commerçant, un vieil homme sec, leva les yeux. « Je cherche une femme », dit Étienne d'une voix rauque. « Elle a 2 petites filles, des jumelles. » Le vieil homme plissa les yeux derrière ses lunettes. La veuve Jameson. Cabane près du ravin, 3e après le puits. Pourquoi ? Étienne ne répondit pas. Il acheta 2 paires de bottes de laine, taille enfant, et un sac de pommes rouges. Quelque chose à dire ? Demanda-t-il calmement. Le vieillard haussa les épaules. Je ne t'aurais pas cru du genre à voir plus loin que tes clôtures, c'est tout. Sans un mot, Étienne sortit. Il passa devant l'église où le révérend Douir pelletait la neige. Monsieur Mercier, cela fait des mois que je ne vous ai vu aux offices. J'ai besoin de savoir qui est Karen Jameson. Le prêtre s'appuya sur sa pelle, pensif. Jeune veuve. Son mari est mort sous l'uniforme bleu. Elle s'est installée ici il y a 3 ans, discrète, travailleuse. Trop fière pour mendier, trop pauvre pour fuir. Elle a demandé du travail chez moi, souffla Étienne. Oui. Votre contremaître l'a refusé. Pas de lettre de recommandation, pas d'homme pour la défendre. Le silence tomba. Étienne regarda la neige tourbillonner autour du clocher. Puis il remonta à cheval, suivant le sentier du nord. Là où la forêt commençait, la lumière déclinait. Devant lui, quelque part dans ce blanc infini, 2 petites filles attendaient encore un père qui n'existait plus. Et s'il décidait, cette fois, de redevenir vivant ? On dit qu'un homme qui répare le toit d'une étrangère en plein hiver ne cherche pas l'abri, mais la rédemption. La petite maison apparut au détour du sentier, à moitié ensevelie sous la neige. Le toit pliait sous le poids blanc,
Les murs portaient 1000 cicatrices de planches disjointes. Pourtant, il y avait là une forme d'ordre, un balai appuyé droit contre le mur, 2 seaux d'étain suspendus à des crochets, et sous l'avant-toit, un bouquet de lavande séchée qui oscillait doucement, fantôme d'un été disparu. Étienne Mercier ne descendit pas tout de suite. Il observa. Le rideau de la fenêtre gauche remua à peine, une ombre d'enfant glissa derrière. Alors seulement, il mit pied à terre. Il prit dans sa sacoche les 2 petites paires de bottes grises et le sachet de pommes. Il les déposa sur le seuil, bien alignés. Puis, sans réfléchir, il se mit à dégager la gouttière obstruée, brisant la glace du bout de ses gants. Geste inutile, mais nécessaire, celui d'un homme qui, pour la première fois depuis des années, remarque encore la maison d'autrui. Quand tout fut net, il s'éloigna lentement, sans frapper. Derrière la porte, Karen Jameson écarta le battant d'un souffle. Pieds nus, châle serré sur les épaules, elle contempla les bottes, les pommes et la neige dégagée du toit. Sa main monta jusqu'à sa poitrine, comme pour calmer ce battement étrange qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Ce soir-là, une odeur monta du poêle du ranch Mercier. Le ragoût mijotait depuis des heures, morceaux de cerf, carottes, herbes sauvages. Étienne remuait la cuillère lentement, presque religieusement. 3 hivers s'étaient écoulés depuis qu'il avait cuisiné pour quelqu'un d'autre. Sur la table, il plaça 4 cuillères. 3 pour les vivants. 1 pour le souvenir. Lorsque la neige reprit, il chargea la marmite encore chaude dans la sacoche et reprit la route vers la cabane. À travers la brume givrée, la lueur d'une lampe filtrait entre les volets. Il frappa doucement. Karen ouvrit à demi, méfiante. « J'ai apporté le souper », dit-il simplement. Elle hésita. Son regard passa du pot à son visage, puis au-delà, vers l'obscurité d'où il venait. « Vous n'auriez pas dû. Je l'ai fait quand même. » Avant qu'elle ne réponde, 2 voix d'enfants éclatèrent derrière elle. « Maman, c'est Monsieur C ?» demanda Adèle, impatiente. « Ça sent comme dans les contes », murmura Léa. Karen regarda ses filles, puis cet homme immobile dans la neige. Elle s'effaça lentement. « Entrez, avant que le froid n'entre à votre place. » La cuisine était minuscule, mais la chaleur du poêle y tenait lieu de soleil. Une lampe à huile jetait sur les murs un halo tremblant. 3 chaises entouraient la table. Étienne sortit sans un mot, puis revint avec une 4e. Personne ne demanda rien. Il servit le ragoût dans 4 bols, puis s'assit. Adèle rit dès la première bouchée. « C'est chaud, mais c'est du bon chaud. On dirait que ça a pris du temps », ajouta Léa d'une voix douce. Étienne sourit, presque malgré lui. Oui, il en fallait. Karen mangeait lentement, observant chacun de ses gestes. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas vu un homme agir avec cette prudence tranquille, sans brutalité, sans mots inutiles. Il parlait peu, surtout aux fillettes, de chevaux, de tempêtes, de cerfs qui approchent si l'on reste silencieux. Les enfants écoutaient, fascinés, comme si chaque phrase était un sort. Quand il prit la plus tendre part de viande pour la déposer dans le bol de Léa, Karen détourna le regard, les doigts crispés sur la cuillère. Une larme, incontrôlée, tomba dans son assiette. Elle n'en dit rien. Après le repas, Étienne se leva pour laver les bols. Les filles traînèrent un tabouret pour l'aider, riant doucement. Karen, debout près de la porte, se tenait immobile. « Vous n'aviez pas besoin d'apporter 4 cuillères, dit-elle enfin. Il se retourna à moitié. Non. Mais il aurait été faux de laisser la chaise vide. Il sortit sans un bruit. La neige tombait dru, avalant ses pas. Il venait d'atteindre son cheval lorsqu'une petite silhouette courut derrière lui. Des bras menus s'enroulèrent autour de sa taille. « Tu sens Noël » murmura Adèle contre son manteau. Comme quelqu'un qui se souvient. Il ne répondit pas. Son regard se perdit dans la nuit blanche, là où le monde semblait prêt à recommencer. Dans la cabane, le silence retomba. Karen resta longtemps assise à la table, seule avec la lampe qui vacillait. Ses filles dormaient, serrées l'une contre l'autre sous la couverture râpée. Sur la table, une feuille blanche l'attendait. Elle prit la plume, hésita. Puis traça un nom qu'elle n'avait pas osé écrire depuis des années, Étienne. Elle s'arrêta. La dernière lettre qu'elle avait écrite à un homme était une prière pour un mort. Celle-ci, elle ne savait pas encore à quoi elle ressemblerait, peut-être à une promesse. Et dans le grésillement de la lampe, une femme comprit qu'un simple geste pouvait rallumer tout un hiver. Certains cœurs brûlent non pas de passion, mais du courage qu'il faut pour dire adieu à ce qui leur redonne vie. La plume tremblait entre les doigts de Karen Jameson. Les mots glissaient sur la feuille avec la précision douloureuse d'une confession. Ne revenez plus, je vous en prie. Non pas par ingratitude, mais parce que vous êtes trop beau pour être vrai.
Trop vivant pour être sûr. Elle posa la plume. Le feu de la lampe dansa sur les murs, jetant ses ombres comme des spectres familiers. Ses épaules s'affaissèrent. Tout ce qu'elle venait d'écrire était vrai. Un homme comme Étienne Mercier n'appartenait pas à sa vie. Il était la lumière qu'on entrevoit en sortant d'une cave, un éclat trop brutal après trop de nuits. Ce genre d'homme, pensa T.L., n'existe que dans les contes, celui qu'on imagine pour survivre à l'hiver. Et l'espoir est plus dangereux que le froid. Elle plia la lettre, la glissa dans une enveloppe. Un instant, elle songea à sortir, à l'accrocher à la clôture où il avait trouvé la bouteille. Mais son regard se posa sur le rideau de la fenêtre. Il était rapiécé avec un tissu bleu marine, un morceau du paquet qu'il leur avait laissé. Ses doigts tremblèrent. Elle se souvenait du fil qu'elle avait passé ce jour-là, des rires de ses filles autour d'elle, et du sentiment absurde d'être encore utile à quelqu'un. Adèle et Léa dormaient, serrées l'une contre l'autre. La main de l'aînée reposait sur le cœur de la cadette. Karen sentit sa gorge se nouer. Que allait leur apprendre, sinon la peur de la tendresse? Fallait-il vraiment chasser la bonté avant qu'elle n'ait le temps de partir d'elle-même? Elle rouvrit la lettre. Le papier vibrait légèrement dans sa main. Elle approcha la flamme de la lampe. Le feu prit d'un coup, avalant les lignes, les regrets et la prudence. L'air s'emplit d'une odeur âcre. Les cendres retombèrent dans le seau d'eau. Une larme coula sur sa joue, silencieuse, et s'éteignit dans le noir. Cette nuit-là, elle laissa la fenêtre entr'ouverte, pour que le vent emporte la fumée et la peur avec elle. Les jours suivants, la neige commença à fondre. Le chemin vers l'église de Willow Creek redevint beau. On préparait la messe de Noël, guirlandes de pin, chants d'enfants, bougies alignées dans les vitraux. Karen arriva avec ses filles, toutes trois vêtues de leurs habits du dimanche. Les fillettes portaient des robes vertes un peu grandes, mais impeccables. Elle, un châle sombre sur son manteau élimé. Les robes avaient été livrées la veille, dans un papier brun sans nom. Elle n'avait pas eu besoin de signature pour deviner de qui elles venaient. Dès qu'elles franchirent le seuil, les murmures commencèrent. Il faut croire qu'elle sait plaire, celle-là, lança un homme. On dit qu'elle sent le gibier et l'ambition, ajouta une voix de femme. Karen serra la main de ses filles et prit place au premier rang, le menton haut. Mais ses joues brûlaient. Derrière, les commères s'attroupèrent comme des corbeaux. À mon époque, une veuve savait rester discrète, chuchota l'une, pincée. Maintenant, elles écrivent des lettres et appâtent les riches. Karen entendit tout. Chaque mot était une gifle. Le soir même, la rumeur avait gagné tout Willow Creek. On disait qu'Étienne Mercier entretenait une femme sans mari, qui la comblait de cadeaux. Certains prétendaient qu'elle s'était installée chez lui, d'autres qu'elle l'avait séduit, pauvre et rusé. Le lendemain, à l'atelier de couture, le patron annonça qu'il devait réduire les heures. Trop de clientes s'étaient plaintes. Karen plia ses tissus en silence. Puis vint la scène la plus cruelle. En passant devant la boulangerie, une femme sortit, plateau à la main, un sourire plein de fiel. « Alors, c'est donc ça, le secret ?» lança-t-elle. Une lettre dans une bouteille, et hop. Un ranch pour 2 fillettes et une mère ingénieuse. Dommage que mes hanches ne s'y soient pas prises plus tôt. Les rires éclatèrent. Karen baissa la tête, serra ses filles contre elle et continua sans un mot. À l'autre bout du village, Étienne attendait chez le forgeron. Il entendit chaque éclat de voix, chaque ricanement. Ses poings se fermèrent si fort que le cuir de ses gants gémit. Il ne dit rien. Il remonta à cheval et rentra sans détourner la tête. Cette nuit-là, Karen resta assise près de la fenêtre. Le vent faisait trembler la flamme de la lampe. Derrière elle, Adèle murmura dans son sommeil. « Maman, Monsieur C. ne viendra plus pour Noël ?» Karen ne répondit pas. Elle se contenta de chuchoter, pour elle seule. « J'ai été folle d'y croire. » Au ranch, Étienne fixait le feu mourant. Il tira un tiroir, en sortit une lettre de son épouse disparue, puis une feuille vierge. « J'ai voulu avancer, mais je suis devenu le fardeau qu'elles doivent porter. » Il plia le papier, l'attacha dans son manteau et partit avant l'aube vers le petit cimetière au pied des collines. Là, sous la neige, reposaient sa femme et son enfant. Il glissa la lettre sous la pierre et resta longtemps, tête baissée, les lèvres fermées sur tout ce qu'il ne savait plus dire. De retour au ranch, il prit son couteau et du bois de cèdre. À la lueur de la lanterne, il sculpta une petite cage d'oiseau. À l'intérieur, il plaça un morceau de tissu brodé, un carré simple avec une initiale presque effacée, K. Et dans le craquement du bois, un homme comprit que certains cadeaux ne se donnent qu'en silence.
On dit qu'un homme qui s'éloigne pour protéger un cœur finit toujours par y revenir, parce que certaines absences sont faites pour être comblées. Le petit oiseau de cèdre avait été taillé pour elle. Étienne y avait glissé un mot, « Tu m'as déjà donné des ailes. J'ai seulement volé trop près du soleil. » À l'aube, il se rendit jusqu'à la clôture de l'Est, là où tout avait commencé, la lettre dans la bouteille, la promesse d'un Noël oublié. Il suspendit doucement la cage au poteau, laissa le vent en prendre soin, puis repartit sans se retourner. Le lendemain, Karen s'enfonça dans le bois pour ramasser du bois sec. L'air vif lui brûlait les joues. Soudain, elle s'arrêta net. La cage oscillait doucement au bout de la ficelle, luisant sous les reflets du soleil d'hiver. Elle s'approcha lentement, ouvrit la petite porte et découvrit le message plié. Ses doigts tremblèrent. Elle lut une fois, 2 fois. Puis elle serra le papier contre son cœur. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne les laissa pas tomber. Dans le silence des pins, elle comprit enfin, il n'était pas parti pour fuir, mais pour la préserver. La neige retomba, lourde, paisible, effaçant les traces autour d'elle. De retour à la cabane, Karen s'assit près du feu. La chaleur léchait ses genoux, mais ses mains restaient froides. Son regard se perdit vers la petite cage suspendue près de la porte, qui bougeait à peine, comme animée d'un souvenir. « Tu m'as donné des ailes. » Elle avait relu ces mots jusqu'à les connaître par cœur. Sa poitrine se serra, non de chagrin, mais d'une étrange lucidité. Étienne n'avait jamais cherché à la sauver, il lui avait simplement rappelé qu'elle pouvait encore se relever. Ses filles, Adèle et Léa, jouaient près du poêle, silencieuses. Elles ne posaient plus de questions. Elles avaient appris ce que les enfants comprennent trop tôt, que les adultes se brisent souvent là où l'amour commence. Leurs yeux cherchaient parfois la route, guettant un pas, un bruit, un signe. Alors Karen se leva brusquement, le cœur battant. « Mettez vos bottes, dit-elle d'une voix ferme. Et vos écharpes. Où va-t-on ? Demanda Adèle. Marcher, répondit-elle simplement. Le vent s'était levé. La neige montait jusqu'à leurs chevilles, et chaque pas semblait un serment. Karen tenait une main dans chaque main, avançant sur le sentier que seul Étienne empruntait autrefois. À chaque pas, elle murmurait « Je n'ai plus peur. Je n'ai pas honte. Je ne suis pas brisée. » Le souffle lui revenait, régulier, fort. Quand elles atteignirent les clôtures du ranch Mercé, le jour déclinait. La grange fumait doucement, silhouette d'un refuge. Étienne, penché sur un madrier, clouait en silence, le dos courbé. Karen s'arrêta au portail. « Attendez ici, dit-elle aux filles. » Elle s'avança seule, la neige craquant sous ses pas. Il leva la tête, surpris, les yeux clairs figés sur elle. Karen sortit de sa poche un foulard de laine grise, celui qu'elle portait toujours. Elle s'approcha. « Je ne te demande pas de nous réparer, Étienne, murmura-t-elle. Juste de rester assez longtemps pour nous voir refleurir. » Il la fixa longuement. Son souffle faisait des nuages dans l'air glacé. Il ne trouva pas les mots. Derrière eux, les fillettes coururent, riant. Adèle l'enlaça sans hésiter, les bras autour de sa taille. Léa, timide, lui prit la main. Étienne les regarda, puis leva les yeux vers Karen. Et pour la première fois depuis des années, il eut le courage de croire qu'il n'avait pas tout détruit. Le soir tomba. Le ranch, autrefois muet, vibrait d'une vie nouvelle. L'odeur du feu, du pain et de la cannelle emplissait la maison. Karen s'affairait entre la cuisinière et la table. Une trace de farine barrait sa joue, ses manches étaient retroussées. Les filles, assises près de l'âtre, enfilaient des morceaux de tissu sur un fil, créant leur guirlande magique. Dehors, Étienne travaillait encore. Il tenait dans ses bras une étrange construction de planches tordues, assemblée avec soin. Ce n'était pas un sapin, pas vraiment, juste quelques lattes redressées, clouées, soutenues par une vieille sangle de sel. Il le contempla, inclina la tête et souffla. « Ça ira comme ça. » Il entra, l'objet entre les bras, la neige collée à ses bottes. Les filles levèrent la tête et écarquillèrent les yeux. « C'est notre arbre ?» demanda Léa. « C'est le nôtre, répondit-il doucement. Pas parfait, mais debout. » Karen le regarda déposer la chose au milieu de la pièce. Ses doigts effleurèrent le bois brut, les marques du marteau, la maladresse des clous. Un sourire naquit, timide, sincère. Le feu crépitait. Le vent dehors avait cessé d'être un hurlement, c'était devenu un chant. Dans la lumière dorée, la petite famille improvisée s'assembla autour de l'arbre bancal. Adèle accrocha la cage d'oiseaux à la plus haute planche. Et cette nuit-là, dans un ranch perdu du Montana, Noël n'était plus une date, mais le moment précis où quelqu'un osa enfin rester. Parfois, le miracle n'est pas qu'il reste,
mais qu'il ose enfin croire qu'il mérite de rester. Karen se retourna au bruit du bois que l'on posait derrière elle. Son sourire se déploya, vrai, lumineux. « C'est notre arbre ?» « Le nôtre, » répondit Étienne. Les fillettes se précipitèrent en riant. « Il est parfait !» cria Adèle. « Et c'est le plus grand qu'on ait jamais eu !» ajouta Léa. Étienne installa l'arbre bancal près de la fenêtre, à côté du vieux fauteuil à bascule. Il le cala avec un fer à cheval et un livre épais. Karen lui tendit un mug de cidre chaud, leurs doigts se frôlèrent. Ensemble, ils observèrent les enfants suspendre leurs trésors, boutons, ficelles, bouts de tissu noués, morceaux de porcelaine, une plume, une clochette sans battant, une rondelle d'orange séchée. Rien n'était assorti et pourtant, tout était beau. Étienne disparut un instant dans la remise. Lorsqu'il revint, il portait une petite boîte scellée depuis des années. À l'intérieur, un unique objet, une étoile de bois sculptée par son père. Il la caressa un moment, puis demanda doucement « Puis-je » Karen acquiesça. Il monta sur le tabouret et posa l'étoile au sommet. Le silence tomba. « Maintenant, c'est un vrai arbre » murmura Adèle. Le dîner fut simple, du gibier rôti, des pommes de terre, un gâteau de maïs, des pommes compotées. Ils mangèrent en silence, dans la chaleur du feu. La flamme projetait leurs ombres sur les murs, et le vent dehors s'était tu. Quand les filles commencèrent à s'assoupir, Karen les porta jusqu'à leur lit, déposa un baiser sur chaque front et resta un instant à les regarder dormir. Étienne, resté à table, faisait tourner sa tasse entre ses mains. Karen revint s'asseoir en face de lui. La pièce avait cette paix rare qu'on appelle parfois amour. « Je n'ai jamais redemandé un mari, » murmura-t-elle. « Mais si les filles veulent t'appeler papa, je ne les en empêcherai plus. » Étienne releva la tête. « Elles n'ont pas besoin de le dire. Je l'entends déjà, chaque fois qu'elle sourit. » Karen tendit la main et prit la sienne. Leurs doigts s'emboîtèrent sans effort, comme si le monde avait attendu ce geste depuis toujours. Dehors, la neige recommença à tomber, lente et douce. Mais à l'intérieur, l'hiver semblait enfin s'éloigner. Les semaines passèrent. La glace fondit, la terre s'ouvrit, l'air devint tiède. Le printemps naquit plus tôt que prévu. Le ranch Mercé n'était plus un lieu de silence, mais de renouveau. Des rangées de terre sombre s'étendaient sur les champs, où perçaient déjà des pousses vert tendres. Depuis la fenêtre, Étienne observait Adèle et Léa galoper sur deux poulains qu'il avait dressés durant l'hiver. Leur rire fusait, clair comme des cloches. Plus loin, Karen, assise sur un tabouret au soleil, recousait une chemise déchirée de son compagnon. De temps à autre, elle levait les yeux vers les enfants, vers la lumière, vers la vie. Dans la maison, le feu ronronnait doucement. Étienne s'assit dans le vieux fauteuil à bascule. Entre ses mains, un cadre ancien, une photo jaunie où l'on voyait sa femme disparue, Meredith, tenant leur bébé. Il effleura l'image du pouce. « Vous serez toujours là, » murmura-t-il. « Mais je crois que vous voudriez me voir marcher encore un peu. » Il se leva, ouvrit le tiroir du buffet. À l'intérieur, des lettres, un ruban, quelques souvenirs. Il y déposa la photo, referma doucement, puis inspira comme on respire pour la première fois après un long deuil. Sur la cheminée, un nouveau cadre l'attendait. La photo était récente, Karen debout devant la grange, les cheveux tirés par le vent, Adèle contre elle, Léa riant aux éclats en tenant le bras d'Étienne. Il ne souriait pas vraiment, mais ses yeux, eux, disaient tout. Il posa le cadre sur le manteau de pierre. Il y avait sa place, depuis toujours. Il reprit son siège. Dehors, les voix d'enfants emplissaient l'air. L'un des poneys venait de s'aventurer dans le potager. « Léa! Pas par là !» cria Karen, mi-grondeuse, mi-rieuse. Les éclats de voix, les rires et le souffle du vent formaient une musique nouvelle, celle d'un foyer retrouvé. Étienne posa la main sur la coudoir, puis la laissa retomber. « Elles ne m'ont jamais appelé père, » murmura-t-il. Son regard monta vers la photo, vers la lumière dans les yeux des siens. « Mais chaque jour, je l'ai été. Et c'est elles qui m'ont sauvé. » Le feu crépita comme une réponse. Dehors, le soleil couvrait la terre de reflets d'or. Et dans ce coin oublié du Montana, l'histoire d'un homme brisé et d'une femme blessée s'acheva non par un baiser, mais par un souffle partagé, celui de deux êtres qui avaient enfin trouvé le courage de vivre à nouveau. Parce que même dans l'Ouest sauvage, il existait encore des miracles, ceux qu'on ne cherchait plus.